13 heures, le journal, bienvenue. Bonjour à tous, les titres pour commencer. Le président de la République de retour hier en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est rentré de son séjour en France où il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants se disent satisfaits de la coopération entre leurs pays. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la population, événement instauré par les Nations Unies pour attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Dans cette édition, le message du gouvernement ivoirien, lu par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Enfin, nouvelle audience à la Cour pénale internationale. L'ex-responsable de Ansardine, le Malien Mohamed Al-Hassan, est poursuivi de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc regagné hier Abidjan aux environs de 17h30. Le chef de l'État était à Paris où il a eu des entretiens avec son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de leur consultation périodique. À noter que, avant Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, était à Niamey au Niger où il a pris part au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine, rencontre consacrée au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine. Alassane Ouattara, de retour hier en Côte d'Ivoire, le président de la République fait le point sur son séjour en France. Nous l'écoutons. Je rentre d'une mission qui m'a conduite successivement à Niamey et à Paris. À Paris, je me suis entretenu mardi 9 juillet 2019 avec le président de la République française, Emmanuel Macron. C'était une belle rencontre qui a duré plus d'une heure de temps. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de nos consultations régulières. Je l'avais déjà rencontré en début d'année, au mois de février. Nous avons évoqué les questions bilatérales, régionales et internationales. Et comme vous le savez, les relations entre nos deux pays sont des relations anciennes, fortes, excellentes. Et nous avons réaffirmé notre volonté de continuer à nous consulter sur les questions d'intérêt commun, mais également sur les questions internationales. Et au plan national, nous avons évoqué les dossiers en cours tels que le métro d'Abidjan. Là, les choses sont maintenant bien en place en ce qui concerne les discussions sur l'accord sur les prix et les détails techniques. Nous avons évoqué également l'Académie régionale de lutte antiterroriste, où les travaux vont commencer assez rapidement, ainsi que d'autres projets d'intérêt national. Nous avons aussi abordé les questions régionales, notamment la persistance des foyers de tension et des conflits communautaires dans certains pays de notre sous-région. Et sur ces questions, nous sommes convenus de continuer de mutualiser nos efforts et nous avons bien évidemment noté leurs préoccupations de tout faire pour que ces difficultés ne s'étendent pas sur le reste du continent. Je lui ai expliqué toutes les dispositions prises par la Côte d'Ivoire, qui sont importantes, mais qui sont coûteuses. Mais il y va donc de la sécurité nationale. Avant la France, j'étais à Niamey, où j'ai pris part le dimanche 7 juillet au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce sommet était consacré au lancement de la phase opérationnelle de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine, appelé la ZLECAf. Et ce sommet important a vu la participation d'environ 30 chefs d'État. Il y a une très belle mobilisation des autorités et des populations nigériennes à cette occasion,
et je voudrais leur rendre hommage et les féliciter pour la parfaite organisation de ce sommet important. Alors, les chefs d'État se sont accordés à constater que la ZLECA fait un pas important vers l'intégration complète du continent. Vous le savez, le passeport biométrique a déjà été mis en œuvre. Les différentes régions ont des communautés régionales et tentent des efforts d'intégration. Et maintenant, avoir un marché unique pour les marchandises et les services pour l'ensemble du continent est quelque chose de remarquable. Il faut qu'on y arrive. Ce ne sera pas facile, mais cela permettra de renforcer l'intégration économique du continent et d'améliorer les conditions de vie des populations. J'ai toujours été d'avis que le commerce est la meilleure voie de parvenir au développement et non pas l'aide et l'assistance des autres. Et je crois que la Côte d'Ivoire montre l'exemple, puisque le commerce intra-africain pour la Côte d'Ivoire est de plus de 20%, je crois 23-24%, par rapport au taux de 7% pour l'ensemble du continent. Au cours de nos travaux, nous avons passé en revue les différents textes qui fondent la zone de libre-échange afin de nous accorder sur ce qui reste à faire de manière très détaillée, parce que c'est un travail considérable. Il ne s'agit pas de signer et de ratifier les textes, mais il faut maintenant la mise en œuvre. Et nous avons été ambitieux en indiquant que la mise en œuvre effective doit avoir lieu le 1er juillet 2020, ce qui veut dire qu'il nous reste à peine un an pour parvenir à la mise en œuvre effective. C'est un défi important. Il faut que les uns et les autres fassent des efforts considérables et en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour être conformes à nos engagements. Et bien évidemment, cette mise en œuvre demande la levée définitive des entraves au développement des échanges intra-africains. Ce ne sera pas une décision facile parce que déjà à l'intérieur des pays, nous savons qu'il y a des entraves à la circulation des biens et des personnes. Alors aller au-delà des frontières et le faire entre États ne sera pas chose facile. Il faudra une véritable volonté politique. Et nous sommes tous accordés à dire que des efforts considérables seront à faire au niveau de chacun de nos États. J'ai indiqué au sommet que pour la Côte d'Ivoire, les choses ont bien évolué. D'abord, à l'intérieur, nous avons beaucoup moins de barrages que par le passé. Je me souviens, quand j'étais Premier ministre, il y avait plus d'une trentaine de barrages entre Abidjan et le nord. Maintenant, ce sont des barrages à des points très précis pour des raisons sécuritaires. Donc, nous n'en avons pas tellement. Et j'ai indiqué également que du fait que la Côte d'Ivoire soit une économie libérale, nous avons facilement accepté l'installation des entreprises de la sous-région et même du continent. Prenez l'exemple des banques et je pourrais continuer la liste que nous admettons l'installation des sociétés africaines dans notre pays. Mais j'ai indiqué que nous avons été alertés par le patronat ivoirien et la Chambre de commerce que ce n'est pas facile pour les entreprises ivoiriennes de s'installer dans les autres pays et que nous insistons sur la réciprocité et sur la nécessité de faire en sorte que les choses se fassent de la même manière pour tout le monde et que les entreprises ivoiriennes, qui sont très dynamiques et qui ont ces dernières années montré leur capacité de production et de transformation, puissent s'installer dans le pays de leur choix, sur le continent, pas seulement dans les pays voisins, mais sur l'ensemble du continent. Je pense que mon message a été bien entendu et nous considérons tous que si les pays africains acceptent de développer le commerce, s'il s'agit de commercer entre
1,3 milliard d'habitants et plusieurs milliers de milliards d'euros. Le passage de biens d'un pays à l'autre, je crois que ça fait 2500 ou 3000 euros de circulation de biens au niveau du continent, ce qui donnerait vraiment un boost considérable pour la croissance économique dans les pays. Et bien évidemment, qui dit croissance économique dit développement et amélioration des conditions des populations. J'ai été très heureux de participer à ce sommet et c'était l'occasion de rencontrer plusieurs frères et sœurs qui y ont participé également et d'évoquer des questions bilatérales en aparté. Et ce fut un excellent sommet et je m'en réjouis. Et je voudrais à nouveau féliciter le président Issoufou pour la qualité des travaux, l'organisation donc de notre séjour et l'hospitalité particulière qui nous a été réservée. La journée mondiale de la population est célébrée aujourd'hui, jeudi 11 juillet 2019. Cet événement, instauré par le Programme des Nations Unies pour le développement, veut attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kabar. C'est un reportage de Nadia Edja et Jean-Luc Bangbo. Pour sa 33e édition, la Journée mondiale de la population vise une approche du développement orientée vers le capital humain et le bien-être social. La Côte d'Ivoire a pris à cet effet 88 engagements conformément à la déclaration d'Addis Abeba sur la population et le développement. La Côte d'Ivoire a réalisé de 1994 à 2018 des progrès significatifs, puisque 84% de nos engagements sont potentiellement réalisables à l'horizon 2030. Le gouvernement ivoirien est conscient des attentes de nos populations qui demeurent fortes. C'est pourquoi, sous la houlette de Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, le programme social du gouvernement a été lancé afin d'accentuer le niveau des investissements stratégiques visant à accélérer la réalisation des 88 engagements pris en faveur du bien-être de nos populations. Des progrès sont à noter sur le plan de l'inclusion économique, de la promotion du genre et l'accès pour la population aux services vitaux que sont la santé et l'éducation. Avec l'instauration de la scolarisation universelle, des progrès en matière de fréquentation et de parité filles-garçons sont enregistrés dans tous les ordres d'enseignement. Au niveau de l'enseignement primaire, l'indice de parité est passé de 0,85 en 2008 à 0,93 en 2018. Au niveau de l'enseignement secondaire, on note un indice de parité de 0,83 pour la même année. En matière de santé de la mère et de l'enfant, la Côte d'Ivoire a amélioré la disponibilité du personnel médical, le taux de prévalence contraceptive moderne passant de 4% en 1994 à 18% en 2019. Cette édition marque les 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire, en Égypte, en 1994. Autre actualité, les anciens diplômés de l'Institut français de gestion veulent créer une plateforme de concertation, d'échange et de partage d'expériences. Ils ont lancé il y a quelques jours leurs activités lors d'une conférence autour du thème « Le digital, quatrième révolution industrielle, une opportunité pour l'Afrique ». Le point avec Assou Touré. Responsables d'entreprises et hommes d'affaires réunis autour d'un panel. Le digital, quatrième révolution industrielle, une opportunité pour l'Afrique. Ce thème a permis aux panélistes d'échanger sur les avantages du numérique. Le digital facilite la vie et brise les barrières. Il permet de communiquer avec des gens qui sont à des centaines de milliers de kilomètres. Il envoie des messages instantanés. Évidemment, il facilite la vie de tous les jours. C'est une réalité en Côte d'Ivoire, sauf que maintenant, il s'agit d'adapter cette révolution digitale-là à la réalité de nos économies. En Côte d'Ivoire, plus de 10 millions de personnes font des transactions Internet et plus de 17 millions pour le mobile money. Des chiffres qui pourraient s'accroître. La digitalisation en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne le secteur de la téléphonie mobile,
est quasiment à 100%. Dans les télécoms vivent leur impact sur la digitalisation et je pense que tous les autres secteurs d'activité de la vie de nos pays ont le devoir de s'approprier l'impact de la digitalisation dans leur secteur économique. Cette rencontre est une initiative des anciens diplômés de l'Institut français de gestion, IFG. Ils entendent créer un cadre de concertation, d'échange et de partage d'expériences. Cette association vise à fédérer tous les alumni d'Afrique. Le groupe veut également contribuer à la promotion et au rayonnement de ses membres à travers l'Afrique et le monde. La jeunesse de Côte d'Ivoire veut participer activement au développement de son pays. Elle a donc participé récemment à la première édition du Sommet international de la jeunesse. Objectif, exposer et examiner les projets porteurs de changement. Christelle Bédédjar et Issaïo. Un sommet international destiné à la jeunesse ivoirienne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette initiative de l'Association des plateformes des étudiants entrepreneurs de Côte d'Ivoire, APSI, vise à faire des jeunes des acteurs de développement et à créer un cadre de réseautage international pour le développement inclusif du continent africain. Je sais que chaque jeune a un rêve, un projet forcément à réaliser. Donc en participant au sommet, on apprend tellement de choses. On apprend comment est-ce qu'on doit commencer. Parce que c'est le fait de commencer qui pose le problème. Les jeunes aujourd'hui, surtout les étudiants, ils attendent de finir les études et aller rechercher de l'emploi. Alors qu'à travers l'entrepreneuriat social, qui est la gestion d'organisations sociales, on peut créer de l'emploi pour de nombreux jeunes à tous les niveaux. Pour cette première édition, c'est le Rwanda, pays hôte, qui a été choisi pour partager son expérience de développement. Pour le président de la diaspora rwandaise en Côte d'Ivoire, faire de la jeunesse un levier de développement revient à emmener les jeunes à un changement de mentalité et à s'approprier le développement de leur pays. Un avis partagé par les autorités administratives de l'université. Je souhaite que nos étudiants suivent le modèle du Rwanda, c'est-à-dire l'engagement de tous pour ajouter une plus-value à la Côte d'Ivoire. Créée en octobre 2017, l'Association des plateformes des étudiants entrepreneurs de Côte d'Ivoire ambitionne faire du sommet de la jeunesse un événement annuel. Les grandes vacances, période propice au stage de perfectionnement. 18 étudiants de l'Université internationale de Côte d'Ivoire vont se former de façon temporaire en entreprise à Abidjan. À noter que l'UICI va également permettre à 3 autres étudiants de poursuivre leurs études à l'Université d'Auvergne dans le centre de la France. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Ils sont 18 étudiants mis en stage dans des entreprises ivoiriennes. À leur côté, 3 autres qui s'envoleront bientôt pour suivre leurs études à l'Université d'Auvergne de Clermont-Ferrand. Issus de la première promotion de licence 3 de l'Université internationale de Côte d'Ivoire, ils se sont illustrés comme les meilleurs. Pour le facilitateur de l'Université Théophile Awandoli, il est indispensable de promouvoir la notion d'excellence. Nous avons pris des engagements en début de nos relations, à savoir offrir des stages à vos enfants et envoyer les meilleurs poursuivre leurs études en France. Ces choses faites à travers la tenue de la présente cérémonie. Il en sera ainsi chaque année. Nous souhaitons donner les moyens à nos étudiants de se perfectionner au mieux et d'arriver sur le marché de l'emploi en étant nantis de toutes les armes pour s'imposer et s'assurer ainsi un avenir radieux. Au cours de cette triple cérémonie, un partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été signé. Il devrait permettre d'apporter aux étudiants le meilleur en matière de formation. Nous allons à ces stages non pas en villégiature, mais surtout en formation, en apprentissage, en perfectionnement dans les entreprises qui nous recevront. Pour le président de la cérémonie, le ministre Albert Mabritois-Keus, il faut aujourd'hui frotter très tôt la jeunesse au monde de l'emploi. Ceux qui ont leurs enfants dans les écoles françaises ici, vous voyez qu'en 4e, en 3e, on leur dit de faire des stages. C'est des stages d'imprégnation. Déjà à ce niveau où on n'attend rien de leur rendement au niveau professionnel. Mais déjà, ils prennent contact
avec l'entreprise, avec le monde du travail. Ça va être une exigence vis-à-vis de l'ensemble des établissements privés. Le public aussi s'y met progressivement, puisque maintenant nos universités commencent à avoir des partenariats que nous allons soutenir et que nous allons aider à mieux structurer. Notons que l'UICI a été créé en 2016. L'université compte deux filières, à savoir les sciences économiques et de gestion et l'informatique et les sciences du numérique. Bientôt, la filière des mines géologie sera ouverte. Un tout autre sujet à présent, ce concours fait la promotion des droits des enfants. Il s'agit du concours Radio Amis des enfants. C'est une initiative de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. L'édition 2019 donc, du concours Radio Amis des enfants a été remportée par les radios Sikansi, Tiebissou et Issia. Les détails avec Marcelin Cla et Salima Toudia. Les radios Sikensi, La Voix du Bélier de Tiebissou, La Voix du Rocher d'Issia, respectivement les trois lauréates de la 3e édition du concours Radio Amis des enfants. Les résultats ont été proclamés à l'issue du concours organisé par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF à hauteur de 190 millions de francs CFA, le projet Radio Amis des enfants vise l'excellence dans la production radiophonique de proximité, tout comme la promotion des droits de l'enfant. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider l'UNICEF à faire la sensibilisation, à faire l'éducation et en un mot à atteindre ses objectifs sur le territoire. Elles étaient 40 radios en compétition sur les 72 conventionnées au niveau national. Nous dédions ce prix à l'ensemble des producteurs sur nos radios qui, malgré d'énormes difficultés, ne cessent de travailler pour l'éducation des populations. Nous ferons bon usage de ce matériel de production pour ainsi intensifier la sensibilisation de nos populations. Les lots sont composés d'ordinateurs, d'émetteurs FM, de tables de mixage et d'enregistreurs numériques. Booster l'efficacité de la mémoire des jeunes enfants par la danse, c'est possible. C'est ce que veut démontrer en tout cas la structure Danse et Enseignement Moderne, Lumière et Gloire à travers la 7e édition de son spectacle Danse Études. Les explications dans ce reportage de Pierre Dipomela. Ces enfants, entre 6 et 13 ans, exécutent plusieurs chorégraphies apprises pendant des mois devant des parents et proches. Une scène riche en couleurs et rythmée entre autres par la musique classique, le hip-hop et la salsa. Ce spectacle dénommé Danse Études a été initié par DEMLG, Danse et Enseignement Moderne, Lumière et Gloire, pour développer non seulement l'acuité mentale des enfants, mais aussi leur permettre d'avoir une pratique physique saine. J'ai initié ce projet pour pouvoir permettre aux enfants de s'épanouir un tant soit peu à travers la danse. Et il y a toutes sortes de danses que les enfants pratiquent au cours de l'année scolaire. Et en fin d'année, ils viennent donner un spectacle. Ça leur permet d'éveiller leur état d'esprit et de s'amuser, de s'égayer, de s'épanouir. La danse me permet d'être courageuse, de pouvoir danser devant les gens. Pour moi, c'est un épanouissement, un loisir complet que j'aime beaucoup faire. C'est une manière pour moi d'exprimer ce que je ressens. Et je crois que je vais continuer ce loisir pendant plusieurs années encore. Les résultats des effets de la pratique de cet art sur les enfants sont fort appréciés par les parents. C'est une fille distraite. Et depuis qu'elle fait la danse, elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus concentrée et puis beaucoup plus éveillée. Il y avait plusieurs activités qui étaient proposées. Je lui ai laissé la latitude de choisir. Elle a préféré la danse. J'avoue qu'au début, elle a voulu danse classique et après elle a voulu danse contemporaine. Mais j'ai vu, la petite a beaucoup évolué. Je leur dis bravo parce que ça permet aux enfants de pouvoir s'exprimer. Et devant un public, c'est pas évident pour une grande personne déjà. Danse et Enseignement Moderne, Lumière et Gloire est née en 2011. L'organisation veut contribuer à l'épanouissement de l'enfant et développer son esprit de créativité. Un reportage de Pierre Dipomela et Issaïo. Alerte à la surexploitation de l'albacore, espèce de thon rencontrée dans les eaux des régions subtropicales et tropicales de la planète. Les membres de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique participent actuellement à une réunion à Grand-Bassam dans la région sud du pays. Objectif, trouver des stratégies pour réduire la surpêche de l'albacore. Le point avec Jean-Louis Gbangbo.
Que faire pour lutter contre la surpêche du thon albacore? Cette question est au centre des discussions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA. L'organisation intergouvernementale de pêche dresse un bilan pessimiste sur la gestion du stock de cette espèce de thon. Dans une situation qui n'est pas assez bonne, à cause que les captures ont excédé les recommandations du comité scientifique. Les dernières années, les captures ont été plus grandes que les captures qui avaient été recommandées par le comité. Pendant 10 jours, les experts venus d'une 60aine de pays vont faire une évaluation précise du stock de l'albacore en 2019 et faire des recommandations aux gouvernants. La santé de l'industrie thonière, qui est le fleuron de notre industrie halieutique, nous importe à plus d'un titre car le ravitaillement de nos entreprises thonières en dépend. C'est pourquoi je salue fortement la tenue de cette rencontre qui permettra de nous renseigner davantage sur l'état de nos stocks d'albacore et permettra aussi, j'en suis persuadé, de disposer d'une réglementation sur cette espèce. En 2015, la CICTA avait déjà pris une série de mesures, dont la fixation d'un quota total annuel de pêche et un moratoire dans des zones précises. Des mesures qui devraient contribuer à une reconstitution des stocks de cette espèce de thon. Au chapitre santé, cette campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus. La cible, les jeunes de la ville d'Abidjan. C'est une initiative du district autonome d'Abidjan appuyée par l'Association des maires francophones et par la mairie de Paris. Le point avec Godefroy Okambawa. Tout au long de la CAN 2019 qui se tient en Égypte, ici, à Abidjan, le district autonome, à travers sa direction de la promotion humaine, a décidé de sensibiliser les jeunes sur les maladies pernicieuses que sont le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus. Au centre social d'Abobo Doumé, dans la commune d'Atekoubé, elles sont venues nombreuses. Ce que je vais dire à mes frères et sœurs, qu'ils n'ont qu'à se protéger par rapport à VIH-Sida, c'est une maladie qui détruit les gens. Outre le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus, la jeunesse féminine a été sensibilisée sur le planning familial et la santé sexuelle. L'éducation commence dans la famille et surtout l'éducation sexuelle. On a constaté que beaucoup de nos jeunes, de nos adolescents, vraiment se laissent aller dans la prostitution, dans un vagabondage sexuel, beaucoup exposés aux IST, à l'avortement également. Et le VIH-Sida. En collaboration avec des ONG partenaires, plusieurs opérations de dépistage gratuites du cancer du col de l'utérus et du VIH-Sida sont initiées dans la commune de Yopougon. Ces différentes opérations ont permis de toucher près de 4000 personnes à mi-parcours avec une distribution de plus de 12 000 préservatifs masculins et plus de 2000 femmes dépistées du VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus. À noter aujourd'hui les 2 derniers quarts de finale de la CAN 2019, notamment les rencontres Côte d'Ivoire-Algérie à 16h temps universel et plus tard Madagascar-Tunisie à 19h GMT. Enfin, direction La Haye, aux Pays-Bas, où une audience de confirmation des charges a eu lieu hier pour l'ancien responsable du groupe armé Ansardine. Le Malien Mohamed Al-Hassan est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Tombouctou, au Mali, entre 2012 et 2013. Mohamed Al-Hassan comparaît en tant qu'ancien commissaire de la police islamique durant l'occupation de Tombouctou par les djihadistes. Voilà d'autres informations sur rti.ci. Merci de nous avoir suivis.